Monsieur le Président, d'abord d'avoir accepté l'invitation, la nôtre et celle du Conseil scientifique de la Faculté de médecine de Béjaïa pour présider ce jury. Je remercie le professeur Danoun, ancien DG de CHU, et une note spéciale pour tout ce qu'il a fait pour notre CHU. Ici, aujourd'hui, il y a une thèse une parmi les thèses qui est soutenue dans cette faculté, dans cette université, dans cette ville. En partie, l'honneur et le mérite revient à professeur Danou qui a pu développer le CHE et a mis à notre disposition un plateau technique qui nous a permis de voir ces magnifiques images. Je pense que tout le monde doit être conscient que c'est pas facile. C'est des choses qui ont demandé beaucoup d'efforts, des hommes qui ont travaillé et pour mettre à notre disposition, à la disposition de toutes les équipes et des malades, des équipements qui peuvent servir aussi bien pour les soins des patients que pour la recherche et pour la progression universitaire. Je remercie mon ami Mustafa Bachir, mon compagnon, d'abord à Alger et puis à Béjaïa, et maintenant il a préféré, il a choisi de partir à Tizi Ouzou, mais il n'est pas si loin que ça, puisqu'il nous rend visite fréquemment. Je remercie mon ami professeur Boujna, aussi, qui est mon collaborateur direct ici à Béjaïa. J'ai eu l'occasion de le connaître et de travailler avec lui. Il a accepté rapidement d'être membre de ce jury. Donc, je vous remercie d'être venu des différentes villes algériennes, d'Annaba et de Tizi Ouzou. Maintenant, j'aimerais bien, si vous permettez, Monsieur le Président, compléter quelques observations et donner quelques commentaires par rapport à ce qui a été dit par mes collègues. Je commencerai peut-être par la dernière question qui est purement technique, celle du professeur Bachir. Oui, je suis tout à fait d'accord que la résection des amygdales cérébelleuses pourrait être une solution. Parfois, c'est une solution. D'ailleurs, nous pratiquons, pour vous rassurer, nous pratiquons cette résection, mais en fonction de la clinique du patient. Une des patientes que nous avons opérées présentait des troubles respiratoires sévères et les amygdales cérébelleuses étaient descendues jusqu'à C2 et on était dans l'obligation de faire la résection, la coagulation, l'aspiration sophiale de ces amygdales pour donner à cette patiente la possibilité de respirer parce que les centres respiratoires étaient atteints. Par contre, maintenant, grâce au développement de l'imagerie médicale, entre autres l'IRM, les malades se présentent un peu plus précocement. Cette patiente dont je viens de parler, c'est une patiente qui habite la montagne du côté de Batna. Donc non seulement elle a consulté en retard parce qu'elle a fait le tour et elle est venue tardivement au moment où elle a fait des troubles respiratoires. Par contre, ce qui est rassurant dans notre pratique quotidienne, je pense que ça concerne toutes les spécialités, on arrive à recevoir, à recruter des malades un peu plus précocement qu'avant. Et tous les malades qui ont été présentés dans la série ne présentent pas des troubles très avancés et qui nécessitent donc une aspiration sopiale. Mais pour vous rassurer, nous sommes tout à fait d'accord, l'aspiration sopiale pourrait être en fonction des cas une solution, une bonne solution pour des malades qui présentent un Chiari avec une syringomélie. Je reviens à la physiopathologie, on ne va pas polémiquer. Depuis qu'on était résident, on a connu la théorie hydrodynamique, le Gardner, le Williams, etc. Et jusqu'à maintenant, il ne s'est pas fini. Et nous-mêmes, nous continuons d'abord à lire et à critiquer certaines théories. Nous ne sommes pas d'accord. Par exemple, Hassan, il a cité Goel, la dernière théorie de Goel. Chacun a son expérience, donc chacun son avis. Mais il y a une multitude de théories et personne ne possède la vérité où chaque théorie se défend. Donc c'est vrai qu'il y a une dernière théorie, mais certainement dans un mois, 2 mois, il y aura une autre théorie, une troisième, une quatrième. Je reviens aux remarques peut-être du professeur Danoun avec une très belle introduction philosophique, mais qui est dans le fond. Un travail titanesque et ingrat. C'est vrai, on les appelle, ce genre d'activité,
on les appelle les thèses ou les travaux aventure. C'est une thèse aventure, voire même, on pourrait dire, c'est une thèse un peu martyr. C'est un document martyr parce qu'il se jette donc dans un champ de bataille non maîtrisable, que personne ne maîtrise parfaitement. Et puis on parlait de la physiopathologie, personne ne connaît parfaitement et personne ne va nous donner une ligne de conduite recommandée ou bien parfaite. Donc le docteur Keshfoud, Hassan Keshfoud, a accepté d'aborder ce sujet avec beaucoup de courage, surtout, et beaucoup d'audace. Mais moi, je verrai la chose au même titre que mes collègues. Ça a été dit, je ne fais que renforcer. On peut regarder la chose dans notre angle. Heureusement qu'il y a des scientifiques et des gens qui abordent les questions un peu controversées. C'est une question controversée. Si on cherche la facilité, on ne prendra que les questions simples pour donner des résultats clairs, habituels. Mais là, Keshfoud, Hassan, il se jetait dans une eau profonde. Il a abordé une question qui est controversée au jour d'aujourd'hui et qui sera controversée aussi demain et après. Et ça ne fait que renforcer cette thèse, ce travail. Mais je dirais encore une fois, c'est toujours un début, un éternel commencement. Il faudrait que le docteur Keshfoud, au même titre que tous les neurochirurgiens, continue à travailler sur cette thématique fort importante et pas négligeable, parce qu'elle a des conséquences très, très, très graves. Là, je rebondis pour donc d'une bonne pierre, c'est de répondre à deux questions. Donc, c'est une pathologie qui est très compliquée et il est impensable d'opérer une syringomyélie, de toucher à la jonction bulbomédulaire chez un malade éveillé en local. Je pense que là, j'ai répondu, c'est un cerveau. C'est un cerveau et c'est très, très compliqué. D'ailleurs, quand on arrive au train, on se dit, il faut même pas le regarder. On est en train de le regarder, on se dit, il faut pas le regarder pour ne pas le blesser. Donc, et le malade, c'est très risqué d'opérer. On a vu les films, vous avez vu sous microscope, ce qui a été présenté, c'est sous microscope, sous magnification optique, avec un agrandissement, avec un bon agrandissement. Donc c'est une microchirurgie très méticuleuse, très précise, très dangereuse, et puis c'est une microchirurgie qui n'est pas simple, qui demande beaucoup de et qui demande beaucoup d'expérience. Donc la question d'opérer aujourd'hui ou plus tard sous local, je ne vois pas comment on opère un cerveau sous local. Le filum terminalis, bon, il a répondu Hassan, si on adopte la théorie du filum terminalis, là, ce n'est pas le cerveau, c'est un ligament qu'on peut couper sous anesthésie locale en extradural. Maintenant, je reviens à la question du professeur Danoun, qui est une question de méthodologie. Oui, c'est vrai, quand on cite toutes les techniques opératoires, il est utile de comparer ce qui a été cité par rapport à notre travail. Par contre, là, nous sommes devant une situation un peu particulière. Sur le plan méthodologique, ce que le docteur Keshfoud a utilisé, ce que je valide, c'est la technique de l'entonnoir. L'entonnoir, c'est d'avoir une vision globale sur tout ce qu'il se fait, et après, on précise, c'est comme une vision globale, une vue d'avion. Après, on fait des zooms. On a fait une vision globale sur tout ce qu'il se fait dans la littérature. Après, on s'est dit, sur le plan éthique, quelles sont les techniques qui donnent les meilleurs résultats. Et effectivement, les techniques qui donnent les meilleurs résultats, c'est la décompression osseuse avec ouverture durale, avec plastie durale. D'ailleurs, je ne vais pas dire en début d'expérience, parfois c'est une évaluation qui n'est pas parfaitement faite. On a eu les premiers malades chez qui nous avons fait seulement une décompression osseuse, et c'est ces malades-là qu'on était obligé de reprendre pour ouvrir encore la dure mère et parce qu'on commence par la décompression osseuse, après on va vers donc l'ouverture de feuillet externe de la dure mère sans toucher à l'arachnoïde. Après, on ouvre la dure mère sans toucher à l'arachnoïde, et on est arrivé à la dernière technique, une des techniques des plus efficaces, c'est d'ouvrir carrément la dure mère, vider les citernes et faire une plastie durale. Donc sur le plan éthique déjà,
faire la ponction, ce qu'on appelle la technique de Kent, faire la ponction de la cavité syringomyélique n'est pas admise. Donc on l'a cité, le docteur Keshfoud l'a cité parmi l'arsenal, parmi les moyens ou parmi les techniques opératoires qui ont été utilisées, sa technique de Kent. Mais on sait que si un malade, on ponctionne le kyste qui est apparent et on a l'impression que tout va bien, on ferme, au bout de 15 jours, la symptomatologie reprend comme si qui n'a pas été opéré. Donc, cette technique, à mon sens, puisque la thèse aussi est un élément pédagogique, si j'ose m'adresser aux résidents, je vous déconseille fortement d'utiliser cette technique de Kent, de ne ponctionner que le kyste qui est apparent, parce que ça ne marchera jamais. Et d'utiliser cette technique qui vient d'être proposée, enfin qui a été déjà proposée, qui est utilisée, c'est la décompression osseuse, ouverture durale avec plastine. Je reviens à la question donc du professeur Boujnah, une autre question du professeur Boujnah qui a parlé du pronostic pour lui dire oui, je suis tout à fait d'accord. Quand on parle de pronostic, peut-être là, on doit travailler un peu plus pour citer d'autres éléments, d'autres paramètres pronostiques, entre autres le vertige. Je sais que ton souci c'est le vertige. C'est pas la priorité pour le neurochirurgien. Nous, on cherche surtout le pronostic vital, la respiration, la motricité. Un malade qui vient tétraplégique, même s'il a des vertiges, même s'il a une voix un peu aphone, on se concentre plus sur, on se demande, on est focalisé sur la marche et sur la mobilité, sur l'usage de son corps, que la voix aphone. Quoique la majorité des malades récupèrent juste après décompression. Mais il est vrai que c'est des paramètres, c'est des facettes à prendre en considération. Monsieur le Président, donc mon intervention, si vous permettez, je souhaite intervenir en deux parties. La première, c'était de faire des commentaires et de répondre. Et la deuxième, donc, je souhaite parler de mon candidat, aujourd'hui, le docteur Keshfoud. Voilà. Donc, le docteur Keshfoud, je n'ai pas eu l'occasion de le connaître, bien qu'il a fait la même école que moi-même. Et il a été à Etidir, à 2 générations, ou peut-être quelques promotions donc, il a fait le même passage. Je n'ai pas eu l'occasion de le croiser. Par contre, le premier contact était un contact virtuel, le jour où une parente au docteur Keshfoud qui se présente au secrétariat avec une lettre me demandant de le recruter dans le service de neurochirurgie. Et elle me dit, oui, c'est mon beau-frère qui est actuellement à Kremlin-Bicêtre, dans un hôpital de renommée, dans un service de renommée, et c'est un service de référence en Europe sur la syringomyélique, et qui veut venir à Béjaïa. J'ai trouvé ça paradoxal et controversé. Parce que le flux habituel est que les gens, enfin les collègues du Sud, remontent vers le Nord, et c'est pour une fois que je vois un collègue du Nord qui est bien installé dans un hôpital connu, à l'aise, il décide de venir à Béjaïa dans un service qui venait de démarrer. C'était en 2013, je pense, Hassan. C'était en 2013. J'ai trouvé ça controverse et bizarre, mais aussi je trouvais ça très courageux et très appréciable. Sans hésiter, je lui dis oui, bienvenue, marhaba bih. Je lui ai signé, j'ai transféré le dossier à notre directeur général qui a donné aussi son accord. Et aujourd'hui, donc Hassan Keshfoud est en train de soutenir sa thèse pour être rang magistral et professeur de neurochirurgie. Donc je pense qu'il a fait aussi le bon choix parce qu'il a choisi, il a assumé et il a progressé. Maintenant, je me donne aussi la permission historique, depuis que je l'ai connu, de parler, de dire quelques mots en guise de témoignage. Hassan est un travailleur. Depuis que je l'ai connu, il ne cesse de bosser. C'est un bosseur avéré, né. Le mot « je suis fatigué », je ne l'ai jamais entendu. Je ne pense pas qu'il existe dans son dictionnaire. Et peut-être qu'il faut le rajouter de temps en temps. Peut-être c'est trop tard, mais je n'ai jamais entendu Hassan me dire, soit pendant la garde, soit après la garde, soit avant le bloc, soit après le bloc, soit le week-end, soit à minuit, à 1h du matin, je suis fatigué. À chaque fois qu'on l'appelle, il est là. C'est pas moi qui l'appelle.
en qualité de chef de service. Et le jeune résident qui l'appelle, il vient, il rentre au bloc, il travaille. Ou il travaille jusqu'au lendemain. Et là, combien c'est important comme qualité qu'il faut signaler. Combien rares sont les gens, de façon globale, qui sont complètement engagés dans le travail. Et là, c'est un signe déjà de conscience et d'éthique. Hassan aussi est un fin technicien et méticuleux, vous l'avez tous constaté quand vous voyez les vidéos qu'il a présentées, car il a toujours le souci du détail. D'ailleurs, à la preuve, la direction du CHE l'avait choisi pour être à la tête du bloc opératoire. Et quand on est à la tête du bloc opératoire, c'est le quotidien, c'est toutes les activités chirurgicales, c'est toute la technicité du bloc. Et sans cette technicité, le bloc ne démarre pas. Et je ne peux pas m'attarder plus parce qu'il y a beaucoup de choses sur le plan professionnel que je pourrais dire, et au risque d'omettre les qualités humaines et personnelles de Hassan. Si je reviens aux qualités maintenant humaines et personnelles de Hassan, Hassan est un médecin qui est très proche de ses malades. Il est toujours empathique, il est très sensible, je dirais même il a la sensibilité d'un enfant. Parce que je ne suis pas le seul à le dire, mais tout le monde a constaté que Hassan était très proche et puis très engagé avec ses malades, très soucieux de leur bien-être, et puis il a une sensibilité particulière, il a une sensibilité mature et particulière, avec une émotivité, c'est à titre de rappel, quand on organise, nous avons la tradition d'organiser l'anniversaire du service, qui a ouvert ses portes le 16 avril 2012. Chaque 16 avril, Hassan est tout content, tout agité, comme un enfant qui fête son anniversaire. Il est au premier rang pour manifester sa joie. Et là, je pense que c'est des qualités qu'il faudrait signaler, qu'il faudrait aussi transmettre et qu'il faudrait généraliser. Et là aussi, la troisième, je vais parler de la troisième qualité, au risque aussi de monopoliser. Il a la qualité de la noblesse, la qualité des nobles, qui est la loyauté. Hassan est un homme, est un médecin très, très, très loyal et avec un respect indéfectible et surtout imperturbable. Quelles que soient les situations, je n'ai jamais vu Hassan perdre cette qualité, ses repères, donc d'homme noble, d'homme loyal et surtout d'un homme respectueux avec tout le monde, avec les étudiants, avec ses résidents, avec ses collègues, avec ses aînés, ici et ailleurs, avec l'administration, avec tout le monde, avec les malades. Donc, je ne peux que le féliciter, lui souhaiter beaucoup de bonheur, d'abord dans sa vie familiale, avec ses 3 enfants, son épouse et sa grande famille, dans sa vie professionnelle qui a démarré, et je suis certain de la grande réussite, de sa réussite qui a déjà démarré, qui a déjà commencé, et dans sa vie sociétale. Hassan, bravo, parce que aujourd'hui tu nous as, encore une fois, tu as prouvé ce que tu es, et tu nous as honoré. Personnellement, tu m'as honoré, parce que tu es venu de rien. À Béjaïa, on soutient une thèse sur la syringomyélie. Je pense quand on connaît l'histoire de Béjaïa, de la médecine à Béjaïa, la neurochirurgie elle est récente, le service est relativement jeune. Non seulement le service est jeune, l'équipe qui ne se connaît pas, qui a commencé à se connaître, et non seulement tous ces paramètres, toutes ces difficultés, on arrive aujourd'hui à venir pour parler de syringomyélie, qui est une des pathologies qui est à la pointe de la spécialité de la neurochirurgie. Quand on parle par exemple de la France, on parle de centre de référence. On ne parle pas de syringomyélie dans tous les services de neurochirurgie. Un centre de référence qui a minimum plus de 50 ans d'existence, avec une animalerie, avec de la recherche. À Béjaïa, on ose parler de la syringomyélie et on ose soutenir une thèse sur la syringomyélie. Je te félicite encore une fois et je te souhaite beaucoup de bonheur. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, M. Liba. Merci, professeur Liba.